Bravo pour ce film qui est... Moi, je n'avais jamais vu ce film. Je le trouve extrêmement fort, extrêmement bouleversant. Bonsoir, monsieur Hammerschmidt. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous avez écrit un livre très fort aussi. Et ben voilà, on va essayer d'avoir un débat autour de Klaus Barbie, à la fois sur le procès et puis ce qui a précédé le procès, ce qui est l'objet de votre livre. C'est une question peut-être qui s'adresse à tous les trois, même si vous avez essentiellement travaillé sur le procès, mais j'imagine que vous êtes évidemment largement renseigné sur Barbie avant de travailler sur ce célèbre procès qui, moi, m'a replongé dans la France de ma jeunesse. Globalement, donc ce procès a lieu en 1987, donc plus de 40 ans après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on peut se dire qu'au moins lui a été jugé, puisque la plupart des criminels nazis ne l'ont pas été, ont échappé à la justice. Comment est-ce que ce nazi, dont le procès et le film a exposé la terrifiante carrière, a pu tenir et si bien réussir, je dis bien réussir entre guillemets, d'abord dans l'Europe d'après-guerre et puis après en Amérique du Sud, à ce point-là, si on devait vraiment résumer ce qui est vraiment l'objet de votre livre, et j'imagine que vous aussi vous avez votre idée là-dessus, qu'est-ce qui a fait que Barbie a pu échapper pendant si longtemps, à la fois aux Français, à une partie des Allemands quand même? Comment est-ce qu'il a pu... Il a vraiment une belle vie en Amérique du Sud par ailleurs. Peut-être commencer par vous, puisque c'est l'objet de votre livre. Entschuldigen Sie zunächst, dass ich zu Ihnen auf Deutsch spreche. Ich verstehe zwar relativ gut das Französische, aber da wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, das Präzision bedarf, auch Präzision in der Sprache, ist es doch für mich wesentlich einfacher, mit Ihnen dann auch in meiner Muttersprache zu kommunizieren. Danke für Ihr Verständnis. Bevor ich zur Beantwortung der Frage komme, möchte ich erstmal noch eine Gratulation aussprechen an Herrn Picard und Herrn Lambert für ihren ausgezeichneten Film. Ein Film, der nicht nur die Chronologie des Prozesses darlegt, sondern auch diese bedrückende Atmosphäre um den Prozess deutlich einfängt. Ein Film, der keine Antworten sucht, sondern Fragen stellt. Eine Frage, die natürlich uns alle beschäftigt, ist die Frage, weshalb Klaus Barbie so lange ungesühnt durch Europa, aber auch in Südamerika überleben konnte. Und es ist vor allem die Arbeit der amerikanischen Geheimdienste und der südamerikanischen Geheimdienste und auch des deutschen Geheimdienstes BND, der ihn so lange vor einer Strafverfolgung schützte. So war Klaus Barbie unmittelbar nach dem Krieg in Diensten des CIC, des amerikanischen Heeresgeheimdienstes, beschäftigt, obwohl die Amerikaner wussten, welche Kriegsverbrechen er sich schuldig gemacht hatte. Es war die Ost-West-Konfrontation, diese Angst vor einer kommunistischen Infiltration Europas, die letztlich dazu führte, dass man bereit war, auch einen Kriegsverbrecher, einen Mann wie Klaus Barbie in eigene Dienste zu nehmen und ihn letztendlich dann nach Südamerika zu verbringen, wo er dann auch unter anderem mit dem Bundesnachrichtendienst in Kontakt stand. Est-ce que vous avez aussi, enfin, on ne va pas dire une théorie, mais comment vous expliquez, puis après on va revenir un peu sur le procès Je pense que dans l'immédiate après-guerre, il y a une vraie volonté des Français de mettre la main sur Klaus Barbie, dans la mesure où il est l'assassin de Jean Moulin et il est recherché réellement par le gouvernement français, mais effectivement, comme vient de le dire M. Hammerschmidt, il est très bien couvert par les Américains et les Allemands. Ça, c'est un premier temps. Et puis, dans un second temps, je pense que bien plus tard, la société française a plus envie de le juger pendant de nombreuses années. Voilà. Pourquoi ? Vous travaillez à deux, vous pouvez compléter la réponse de votre collègue. Non, c'est vrai que la société française
Notre sentiment, c'est qu'il y a une longue période où elle n'a pas envie de juger Barbie parce qu'elle n'a pas envie vraiment de se replonger dans ce passé. Il suffit de voir ou plutôt de se souvenir de ce que l'avocat de Barbie promettait avant le début du procès. Il n'a pas tenu sa promesse, mais de révéler des choses sombres sur la collaboration, sur voilà. Tout ça terrifiait beaucoup de responsables politiques. Et il faut se souvenir que Simone Veil, par exemple, a longtemps été contre la tenue du procès parce que elle pensait que c'était pas bien de laver le linge sale des Français en public. Voilà, elle avait peur que ça soit l'objet, que ça devienne l'objet du procès, ce qui n'a pas été le cas. Alors vous, monsieur Hammerschmidt, vous laissez entendre dans le livre, en tout cas dans la première partie, non seulement, en tout cas les Américains ont longtemps prétendu que la sûreté française, le service secret français était infesté de communistes, et par ailleurs vous laissez entendre que Barbie aurait pu avoir des révélations à faire dans le cadre, à l'époque de l'occupation, puisqu'il a fréquenté un certain nombre d'élites françaises, notamment dans la région lyonnaise, mais pas seulement. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que Barbie aurait pu révéler, et est-ce que les services secrets français, à la fin des années 40, lorsqu'on cherche à mettre la main sur Barbie, est-ce qu'ils sont vraiment infestés de communistes, ou tout ça c'est un paravent de la part des services de sécurité américains? Klaus Barbie hat immer wieder erwähnt, auch in seinen Memoiren, die er später während seiner Haftzeit geschrieben hat, insgesamt 87 Seiten, die ich damals gefunden habe, hat er immer wieder erwähnt, dass er hochrangige französische Politiker schon während seiner Zeit in Lyon inhaftieren konnte, darunter unter anderem François Poncet, den er wohl später auch getroffen hat in Augsburg, als er bereits für das CIC, also den amerikanischen Geheimdienst, gearbeitet hat. Und diesen François Poncet hat er immer als Faustpfand benutzt und hat den Amerikanern immer versucht, glaubhaft zu vergewissern, dass die Franzosen ihn überhaupt nicht haben wollen, gerade weil er so viel wissen würde über ihn und seine Biografie und auch darüber, inwieweit François Poncet und andere führende Politiker in die Kollaboration verstrickt waren. Indizien dafür gibt es aber keine. Par rapport au service secret, la pénétration communiste, c'était du bluff américain pour ne pas le livrer, ou c'était vrai à l'époque? Was die kommunistische Infiltration angeht, war es so, dass die Amerikaner eine große Angst davor hatten, dass ihr alliierter Partner komplett kommunistisch unterwandert sei, und deswegen hatte man eine deutliche Distanz zu den Franzosen im Gegensatz zu den Briten. Nichtsdestotrotz war es so, dass schon sehr früh diese Ost-West-Konfrontation dann um sich griff, und inwieweit diese kommunistische Infiltration des französischen Geheimdienstes wirklich existierte, ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Auch deswegen, weil wir von verschiedenen Aufklärungszweigen innerhalb dieses Geheimdienstapparates sprechen, der andere politische Ausrichtungen hat. Aber es gibt durchaus, vor allem in der Auslandsaufklärungen, Zweige, die durchaus kommunistisch geprägt waren. Alors, dans le cadre du procès, comment se fait-il, on a bien vu la ligne de défense de Vergès. Alors, il déplace le procès sur un autre terrain, la culpabilité française, ce qu'on a très bien vu dans le film. Mais pourquoi Vergès, finalement, ne va pas sur ce terrain-là? Comment se fait-il, en fait, que... attendez, excusez-moi... Oui, comment se fait-il que Vergès place sa plaidoirie sur ce terrain-là et ne va pas finalement raconter les secrets américains ou les services secrets ouest-allemands ou justement d'éventuelles figures politiques françaises qui auraient été mouillées avec ou par Barbie? Avant le procès, le grand truc de Vergès, c'est de dire qu'il va révéler qui a donné Jean Moulin. C'est son truc. Donc il répète ça ad lib dans la presse, à la télévision. Bon,
de toute évidence, il n'a aucun élément à apporter, donc ça tombe à l'eau. Et en fait, sa défense, après, pendant le procès, pour autant que ça s'appelle une défense, voilà, c'est une défense de rupture. Barbie l'intéresse absolument pas. Et donc, l'idée pour lui, qui est une idée qu'il a utilisée à plusieurs reprises, c'est de dire, voilà, je vais faire le procès de l'État français. Et c'est ça qui m'intéresse. En ayant cette scène à ma disposition au moment du procès Barbie, c'est... Voilà, condamner la France, c'est ça l'enjeu de sa défense, quoi, qui n'est pas réellement une défense, mais qui est une stratégie. Je voudrais ajouter que le film ne traite pas du tout des questions de CIA et des questions américaines. Ça, c'est délibéré. Qui font partie du procès. Effectivement, au début du procès, il y a tout un volet là-dessus, mais qu'on a choisi de ne pas traiter. Mais pourquoi Vergès n'en parle pas, en fait? Parce que là, pour le coup, il y avait vraiment des éléments extrêmement concrets, parce que visiblement, il n'a rien de plus à révéler concernant l'assassinat de Moulin. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas sur ce terrain-là? Pourquoi est-ce qu'il se concentre uniquement sur la France, même si c'est son obsession et qu'effectivement, à de multiples procès, enfin finalement, il tient tout. Le tribunal, pour lui, est une tribune. Mais pourquoi est-ce qu'au moins à un moment, il n'ouvre pas vers où mouiller les services secrets ouest-allemands, qui le sont tout autant que les Américains, sinon plus? Le problème, je crois, enfin, ce que beaucoup de magistrats nous ont dit, c'est que Vergès ne travaillait pas beaucoup ses dossiers. C'est pas quelqu'un qui savait trouver des fautes de procédure, voilà. Alors il avait des collaborateurs, mais donc pour mettre en cause les services secrets américains, même s'il y avait déjà eu un gros travail de fait, il faut travailler le dossier. Or lui, il y a cette obsession, il y a cette obsession de mettre en cause la France, et puis il y a aussi sans doute un certain, à ce qu'on nous a raconté, un certain pas amateurisme, parce qu'il était très très bon, c'était un showman, mais sur les dossiers, voilà, c'était souvent très faible. Effectivement, il bluffait, il prétendait qu'il allait dire qui avait donné Jean Moulin, puis il pouvait pas le faire. Donc des effets d'annonce, des effets de déstabilisation de l'opinion, avec une communication sur les marches du palais tous les jours, avec des effets d'annonce, mais pas de fond. Et vous, comment vous expliquez que Barbie lui-même, j'imagine qu'il a parlé à son avocat, n'ait pas voulu mouiller les services secrets allemands, les services secrets américains? Comment se fait-il qu'ils ne disent rien finalement, alors que pendant presque 35-40 ans, il n'a jamais cessé d'être en contact étroit avec les Américains et les Allemands de l'Ouest? Da liegt wahrscheinlich die Antwort darin, dass Barbie selbst ein zu großer Geheimdienstprofi war. Das kann man wirklich sagen. Also Barbie hat auch in seinen Memoiren betont, dass es ihm fernliegt, diejenigen auf die Anklagebank zu zerren, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass er so lange ungesühnt und in Freiheit leben konnte. Und deswegen war die Anklage gegenüber dem Bundesnachrichtendienst, aber auch der Amerikaner für ihn ausgeschlossen. Die Amerikaner hatten selbst ja eine Aufarbeitung betrieben. Es gab einen offiziellen Report, den sogenannten Ryan Report, in dem die Amerikaner die Beziehungen zwischen Barbie und dem Heeresgeheimdienst, aber auch der CIA untersuchten und so sozusagen schon dem Blowback vorwegnehmen wollten, indem sie diesen Report veröffentlichen, bevor der Prozess stattfindet. Nichtsdestotrotz war damals der Aufschrei, dass der amerikanische Geheimdienst mit Barbie gearbeitet hat, natürlich enorm groß. Aber Barbie hat es immer ferngelegen, selbst seine Geheimdienstbeziehungen dann auch vor Gericht offenzulegen. Obwohl vor allem der BND, so zeigen die Akten, enorme Angst davor hatte. Alors quand on lit votre livre, il y a quelque chose d'assez fascinant. Il y a énormément de choses fascinantes dans ce livre, ce que vous décrivez, notamment de l'Amérique du Sud des années 60, 70, du trafic d'armes, du rôle des services secrets ouest-allemands. Mais globalement, on a l'impression qu'à partir du moment où les Américains emploient Barbie, il en sait suffisamment finalement pour que
eh ben, jusqu'aux années 80 ou presque, ce soit plus dangereux de le livrer que justement de le confier à la justice. On a l'impression que c'est une espèce d'étrange course-poursuite. À partir du moment où il commence à travailler pour les Américains ne veulent pas le donner à la fin des années 40 et l'exfiltrent en Bolivie. Et puis après, avec les Allemands, on a l'impression que c'est la même chose. Puis après, il recommence à travailler un peu avec les Américains. À chaque fois, on a l'impression qu'il en sait trop. Mais finalement, au bout du livre, moi, je n'ai toujours pas exactement compris qu'est-ce que Barbie avait apporté précisément aux Américains, par exemple, à la fin des années 40 en Allemagne. Quel est son rôle exact et pourquoi cet homme, finalement, est protégé à ce point-là? Est-ce que parce qu'il en sait trop ou alors parce que vraiment il avait une valeur dans cette guerre froide qui s'installe en Europe? Es ist eine sehr wichtige Frage. Wenn wir die amerikanischen Akten der Ende der 40er Jahre lesen, als Barbie ja für den CIC beschäftigt war, und das sagen übrigens auch die Zeugenaussagen, diejenigen, die damals noch mit Barbie auf amerikanischer Seite zusammengearbeitet hatten, die sagen dann doch sehr deutlich, dass Barbie eigentlich keinen nachrichtendienstlichen Wert hat. Aber weshalb man ihn dann nach Südamerika brachte und eben nicht an die Franzosen auslieferte, so wie es eigentlich gesetzlich notwendig gewesen wäre, liegt darin, dass die Amerikaner sagen, Barbie weiß zu viel über unseren Modus operandi, der weiß zu viel über unsere geheimdienstlichen Tätigkeiten. Und genau deswegen ist es vonnöten, dass man Barbie wegschafft und eben nicht den Franzosen übergibt. Denn denen gegenüber hat man ja ein großes Misstrauen aufgrund ihrer kommunistischen oder angeblich kommunistischen Wurzeln. Deswegen kommt Barbie zunächst einmal nach Lateinamerika, wo er wiederum für den BND arbeitet, ihn auch in gewisser Weise unter Druck setzt und auch dort deutlich macht, dass sollte man ihn ausweisen, diese Beziehungen eventuell öffentlich werden könnten. Das war immer sein Faustpfand, das er benutzte, aber vor allem was die französische Beziehung angeht, war es so, dass man vor allem gegenüber den Amerikanern deutlich machte, dass Barbie hat immer wieder betont, dass er so viel weiß, und auch die Amerikaner sagten, dieses Wissen können wir eben nicht in die Hände der Franzosen übergeben. Donc, il n'a rien donné d'intéressant aux Américains. Mais est-ce qu'il donne quelque chose aux Allemands au milieu des années 60, quand il commence à travailler pour le BND, je crois que c'est en 65 dans le livre, officiellement pas très longtemps, mais visiblement officieusement beaucoup plus longtemps, en tout cas indirectement, ce que vous laissez entendre dans le livre à travers le ministère de l'Intérieur bolivien. Est-ce que ça a une valeur ou c'est comme tout le reste? En fait, c'est simplement parce qu'il sait trop de choses que finalement tout le monde l'épargne, tout le monde le cache, tout le monde le protège d'une certaine manière. Insgesamt können wir, glaube ich, sagen, dass Barbies nachrichtendienstlicher Wert sowohl für die Amerikaner als auch für die Deutschen äußerst gering war. Er hat es aber immer wieder verstanden, sowohl den Amerikanern deutlich zu machen, dass er sehr viel weiß, als auch den Deutschen. In Bolivien fällt ihm das etwas leichter, denn in Bolivien hat er ein sehr umfangreiches Netz an Kontakten, vor allem zum bolivianischen Verteidigungsministerium, aber auch zum Innenministerium, was deutlich macht, dass sein Einfluss dort durchaus groß war. Inwieweit er Informationen für den BND beschaffte, die von Wert waren, darüber lässt sich nur spekulieren. Übrigens auch bei den Amerikanern. Aber vor allem in Bolivien war sein nachrichtendienstlicher Wert, bestand vor allem darin, dass er ausgemustertes Bundeswehrmaterial an südamerikanische Militärdiktatoren verschoben hat, wodurch er selbst nicht nur finanziell profitierte, sondern wodurch er auch ganz bewusst diesen Ost-West-Konflikt in diesen lateinamerikanischen Staaten mit befeuerte. Insofern hatte er da also schon einen enormen Einfluss, den auch der BND erkannte und weswegen man deswegen auch natürlich enorm Angst hatte, diesen Mann auf einer Anklagebank in Frankreich zu sehen. Pour vous, Barbie, c'est le roi du bluff, en fait, pendant 40 ans presque? Ich glaube, das kann man schon so sagen. Barbie wusste immer, sich gut zu verkaufen, in jeglicher Hinsicht. Und auch wenn er natürlich durchaus über umfangreiche Beziehungen verfügte, auch wenn seine Informationen durchaus Insider-Informationen waren, will ich bezweifeln, dass Barbie dieses Herrschaftswissen gerade mit den Amerikanern oder mit dem BND teilte. Also das war dann schon, da differenzierte er dann schon noch einmal dahingehend, was er weiß und was er weitergibt. Aber grundsätzlich wusste er sich immer in Szene zu setzen, weswegen auch westliche Dienste auf ihn aufmerksam wurden und bereit waren, ihn zu schützen. Après, je vais revenir vers vous, mais par rapport justement à ces années avant le procès, il y a une chose qui m'a aussi étonné en lisant votre livre, c'est que les Israéliens n'apparaissent jamais.
Visiblement, le Mossad ne s'est jamais intéressé à Barbie, alors que Barbie, à la différence d'un certain nombre d'autres criminels nazis, en tout cas à partir des années 60, l'enlèvement d'Eichmann, lui, alors, ne fait aucun mystère de ses convictions. Tout le monde sait à peu près que Klaus Altmann, c'est un pseudonyme et qu'en fait, il est Klaus Barbie. Tout le monde a à peu près compris qu'il a été très impliqué dans la traque des résistants, dans la traque des Juifs, qu'il a été un officier de la Gestapo en Allemagne. Et pourtant, finalement, pendant une quinzaine d'années, Altmann Barbie vit visiblement sans aucune peur, en fait, sans aucune forme d'insécurité. Comment vous expliquez à la fois cette espèce d'impunité et de l'autre le fait visiblement, puisque dans votre livre vous n'en parlez jamais, le Mossad ou les Israéliens ne s'intéressent absolument pas à Barbie. Also ich habe damals mit einigen israelischen Geheimdienstmitarbeitern gesprochen, einer davon, der selbst an der Entführung von Adolf Eichmann beteiligt war. Und der berichtete mir sehr nachvollziehbar, dass die Israelis nach diesem Desaster, was sie ja eigentlich bei der Entführung Eichmanns erlebt hatten, nicht mehr bereit waren, sich die Finger zu verbrennen an einem vermeintlich kleinen Fisch. Denn wir reden über Klaus Barbie, der de facto nur SS-Hauptsturmführer war, der im kollektiven Gedächtnis als Bekämpfer der Resistance gilt. Und da war man nicht bereit, sich die Finger zu verbrennen an einem Klaus Barbie. Anders hätte es wohl ausgesehen bei Josef Mengele oder vielleicht auch Walter Rauf. Aber bei einem Klaus Barbie war man nicht bereit, einen Operativvorgang zu inszenieren. Je fais le grand écart avec la France des années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Ce procès Barbie, on voit bien l'impact émotionnel qu'il a à la fin des années 80. Qu'est-ce qu'il a changé? Alors, vous le laissez entendre, c'est-à-dire qu'après, on va commencer à s'intéresser à Papon, à Touvier. Bon, Bousquet, malheureusement, va se faire assassiner. Qu'est-ce qu'il a changé et jusqu'où va l'impact du procès Barbie pour la société française? Comment elle est avant et après, en fait? Alors, on peut parler de nous d'une perception, hein, on se prétend pas historien, mais on a beaucoup travaillé avec un historien sur ce film qui nous a beaucoup aidé, Jean-Marc Dreyfus, et on est tombé d'accord sur le fait que avant le procès Barbie, évidemment, la Shoah, la déportation, plutôt, comme on le disait alors, est connue et documentée, et les gens, comment dirais-je, éduqués, savent tout ça. Le procès Barbie, c'est vraiment l'émergence de cette question-là dans le grand public. Le grand public, avant le procès Barbie, s'intéresse surtout aux pseudo-révélations sur Jean Moulin que va faire Vergès, que prétend faire Vergès, et il découvre à travers ce procès, à travers les multiples articles, les centaines d'articles écrits sur ce procès, ce qu'est réellement la déportation et qui va donc s'appeler la Shoah. Je le disais juste avant le début de la projection. On diffuse Shoah de Claude Lanzmann à la télévision quelques jours avant la fin du procès. Le film est déjà passé au cinéma, mais il n'a pas eu l'audience qu'il a eu à la télévision, où malgré sa diffusion tardive, il a fait un score incroyable. Les gens ont regardé ce film, ont été fascinés par ce film. Donc c'est vraiment un moment de bascule. Voilà, c'est le moment où cette question arrive aux oreilles, ou plutôt au cœur et à la raison du grand public. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le procès Barbie qui va conduire en 95 à reconnaître, Jacques Chirac à reconnaître finalement les responsabilités de l'État français? Que finalement, il y a un chemin qui dure à peu près 8 ans et que la perception qu'on a pendant très longtemps, le mythe de la France résistante, et surtout de faire croire que l'État français, ce n'est pas Vichy à l'époque. Est-ce que vous avez le sentiment que le procès Barbie, c'est vraiment le déclencheur finalement d'une confrontation sincère de la France avec cette période de Vichy et de la collaboration? Alors, ça se déroule dans la continuité du procès Barbie, mais il y a quand même je pense, Serge et Beate Klarsfeld qui sont assez déterminants dans tout ça et qui
qui poussent déjà bien avant le procès Barbie et qui vont poursuivre ça, effectivement, jusqu'à la commémoration de la rafle du Veldiv par Jacques Chirac, quoi, qui est quand même une idée dont ils ont plus ou moins la paternité, quoi. C'est pas tout à fait une idée de Jacques Chirac, mais enfin, il prend en charge, il a très bien il assume, mais c'est pas son idée. Je ne crois pas. Je crois que c'est une idée de. Il a fallu vraiment le convaincre ou Non, je crois que ça se passe assez bien, je crois, mais je ne suis pas au courant des détails. Ce qu'on a pu constater, en tout cas, c'est que parmi les multiples choses qui ne sont pas dans le film, parce qu'elles n'avaient pas à être dans le film, c'est que pendant le procès, Serge Klarsfeld est avocat et au tribunal, et le soir, il sillonne la région en voiture pour faire des réunions, pour informer, pour militer. C'est un militant infatigable. On a eu beaucoup de mal à convenir d'un rendez-vous avec lui parce qu'il continue à travailler, à se déplacer et à militer. Donc, effectivement, je complétais juste ce que disait mon camarade. Je pense qu'il a été une force déterminante pour que la décision de Chirac arrive. Et c'est aussi un déroulement historique et un processus. Mais voilà, il a été déterminant, je pense. Alors, dans votre livre, pour résumer les choses, donc Barbie reste en Europe jusqu'en 1951 et il est employé notamment par le CIC, qui est l'une des branches du contre-espionnage américain, et puis après il l'exfiltre en Bolivie. Moi, l'une des choses qui m'a le plus fasciné dans votre ouvrage, c'est le rôle des services secrets ouest-allemands en Amérique du Sud. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, mais à ce point, c'est-à-dire cette espèce de gigantesque ramification et d'utilisation véritablement de criminels de guerre. On parle de Rauf, vous allez nous rappeler qui est Rauf au Chili, on parle de Sassen au Paraguay, il y a Hans-Ulrich Rudel, le fameux pilote nazi convaincu, Barbie bien évidemment en Bolivie. Ces hommes-là, qu'est-ce que le pouvoir politique ouest-allemand ? C'est exactement des activités du BND en Amérique du Sud. Parce que c'est quand même incroyablement choquant. Ce sont d'immenses criminels de guerre. Ce ne sont pas des sympathisants de la cause nazie. Ce sont des gens qui ont de véritables tortionnaires. Alors, si vous pouvez, au public, rappeler qui étaient ces hommes, brièvement, et surtout, jusqu'où ça va, et le gouvernement Adenauer, les gouvernements des années 60, Erhard, Kissinger, Brandt, parce que ça se passe aussi à l'époque de Willy Brandt, qui, à la fois, en 70, va s'agenouiller à Varsovie pour demander pardon, mais d'un autre côté, les services secrets allemands, au même temps, en Amérique du Sud, utilisent des types de cet acabit d'effroyables criminels de guerre. Es existierte ja immer der Mythos der sogenannten Odessa, also einer weitläufigen Organisation von ehemaligen NS-Funktionsträgern, die in Lateinamerika miteinander kooperieren und dann auch politisch agieren. Das können wir mittlerweile in das Reich der Mythen verschieben, diese Odessa. Aber Fakt ist, dass es Netzwerke gab zwischen hochrangigen Funktionären. Sie haben gerade schon wesentliche Namen genannt. Hans-Ulrich Rudel, Friedrich Schwendt, der wegen Kriegsverbrechen gesucht wurde in den Niederlanden, Willem Sassen, der in den Niederlanden Kriegsverbrechen begangen hat, Klaus Barbie, den wir bereits kennenlernten. Und dieses Netzwerk hatte zunächst mal die Aufgabe, sich gegen Strafverfolgung zu unterstützen, aber dann auch ganz bewusst durchaus um Politik zu betreiben. Denn wir sehen, dass zum Beispiel mit Hilfe deutscher Waffenfirmen, die vom Bundesnachrichtendienst gedeckt wurden, dass diese Kriegsverbrecher anwarb und diese Kriegsverbrecher sehr bereitwillig Waffen in die jeweiligen Staaten, in denen sie residierten, dann auch transferierten. Die Frage ist, weshalb war der Bundesnachrichtendienst bereit, mit solchen Figuren überhaupt zu arbeiten? Denn es liegt ja eigentlich nahe, dass man sich mit solchen Bad Apples, wie es heißt, also diesen schlechten Äpfeln, diesen miesen Fischen, eigentlich nur selbst kompromittierte.
Fakt ist, dass der Bundesnachrichtendienst keine Alternative hatte. Spätestens seit der Kuba-Krise ging man dazu über, jeden anzuwerben in Lateinamerika, der erstens antikommunistisch war und zweitens im Idealfall Deutsch sprach. Und da war dann der Pool der Bewerber relativ klein. Und deswegen war man letztlich auch bereit, Leute wie einen Klaus Barbie oder einen Friedrich Wendt zu rekrutieren. Der Bundesnachrichtendienst sagt heute, man habe gar nicht mit Klaus Barbie zusammengearbeitet. Man hatte eine nachrichtendienstliche Verbindung namens Klaus Altmann. Das sei ein wesentlicher Unterschied. Das ist es auch. Aber wenn man diese einzelnen Indizien zusammenlegt, die der Bundesnachrichtendienst zur Verfügung hatte, dann hätte der BND wissen müssen, mit wem er es hier zu tun hat. Und es hätte nicht erst einer Beate Glasfeld bedurft, die diese Identität dann enthüllt. Das kann man natürlich sagen, einerseits, entweder war der Bundesnachrichtendienst zu blöd, um diese einzelnen Puzzleteile zusammenzulegen. Das kann durchaus sein, wenn man die operative Praxis des BND in Lateinamerika kennt, ist das nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube eher zweiteres, der BND wollte einfach nicht wissen, mit wem er zusammenarbeitet. Und dieses Netzwerk, zu dem auch Barbie gehörte, funktionierte ja auch eigentlich sehr gut. On n'avait pas répondu à ma deuxième question, c'est au pouvoir, parce que le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, j'imagine, avait quand même un certain contrôle sur le BND, les chanceliers de l'époque, qu'est-ce qu'ils savent exactement des activités du BND et notamment qui emploie le BND? Alors, ok, Altman, admettons qu'il ne savait pas ou qu'il ne voulait pas savoir, mais Rauf n'a pas changé de nom. Schwen n'a pas changé de nom. Donc, jusqu'où le pouvoir politique, c'est-à-dire tout en haut, est impliqué dans, au moins dans la connaissance des activités du BND en Amérique du Sud à ce moment-là. Wenn wir uns die Strukturen des Bundesnachrichtendienstes vor allem in den 60er Jahren anschauen, dann erkennen wir, dass einzelne Aufklärungszweige voneinander schon so weit abgeschirmt waren, dass die eine nicht wussten, dass die linke Hand nicht wusste, was die rechte Hand tat. Selbst in Pullach, also dem Hauptquartier des BND, sind viele Informationen nicht angekommen und das operative Agieren des BND war doch in weiten Teilen, vor allem außerhalb Europas, sehr autonom. Das Bundeskanzleramt hat sehr spät davon erfahren, dass der Bundesnachrichtendienst mit Klaus Barbie zusammengearbeitet hat, nämlich erst Anfang der 80er Jahre im Zuge seiner Auslieferung. Da hat man dann mal die Frage an den BND gestellt, gab es denn irgendwelche Beziehungen, auch im Zuge von Publikationen in der Presse, die damals schon vermuteten, dass eine Beziehung bestand, hat dann damals das Bundeskanzleramt diese Anfrage gestellt und da musste der BND zugeben, dass man informelle Beziehungen zu dieser nachrichtendienstlichen Verbindung gepflegt hatte, die zwar nur 6 Monate offiziell dauerte, de facto aber noch einige Monate länger über den Waffenhandel lief. Die Reaktionen innerhalb des parlamentarischen Kontrollgremiums, das ja die Nachrichtendienste dann im Endeffekt auch kontrollieren sollte, war, so weiß ich heute, dank Hans-Christian Strebele, der Vertreter der Grünen, in diesem parlamentarischen Kontrollgremium waren so, dass man es eigentlich gar nicht glauben konnte, mit wem man da zusammengearbeitet hat. Und das ist auch heute noch nicht nachvollziehbar, gerade in Anbetracht dieses nachrichtendienstlichen Wertes, der gegen Null tendierte, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb man einen derart schwer belasteten Kriegsverbrecher in die eigenen Reihen nahm. Est-ce qu'il reste beaucoup d'archives non dépouillées, ou en tout cas non dépouillées, c'est-à-dire tenues secrètes? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore parce que vous n'avez pas eu accès aux archives ou tout est relativement clair, selon vous? Es ist so, dass vor allem in den Vereinigten Staaten der Nazi War Crime Disclosure Act existiert. Das ist ein Gesetz, das seit 2006 die Freigabe von Akten erfordert. Deswegen ist dort die Quellenlage sehr gut. Der Bundesnachrichtendienst, damals war ich der Erste, der überhaupt Dokumente vom Bundesnachrichtendienst erhalten hatte. Auch dort ist man mittlerweile dazu übergegangen, die Akten hochrangiger NS-Eliten freizugeben. Wo es nach wie vor problematisch ist, ist natürlich einerseits in Israel, aber auch in Frankreich. Denn auch in Frankreich ist, was die Lage oder beziehungsweise die Freigabe von Quellen von Geheimdiensten, egal ob Inlands- oder Auslandsgeheimdienst, ist sehr, sehr schwierig. Dort argumentiert man immer, dass
einerseits die Persönlichkeitsrechte der jeweiligen Personen, die in den Akten auftauchen, von Relevanz sind, aber viel wichtiger sei noch die Außenpolitik, die man dadurch gefährdet sieht. Und das ist aber für mich jetzt heute mit Rückblick auf mindestens 40, 50 Jahre, in denen diese Beziehungen zu NS-Eliten gegebenenfalls entstanden oder bestanden, ist das ja nicht, diese Argumentation für mich nicht mehr nachvollziehbar. Alors vous avez évoqué Simone Veil en tout cas dans cette discussion. Vous avez évoqué aussi Robert Badinter, puisque son père a été déporté. En tout cas, Barbie est impliqué directement dans la déportation de son père. Dans les années 80 en France, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent justement à l'extradition de Barbie vers la France? Mitterrand, maintenant on connaît toutes ses ambiguïtés par rapport à cette période-là, ses amitiés plus qu'ambiguës, notamment avec Bousquet. Comment se passe à la fois l'extradition et la préparation du procès en France? Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent en disant... alors, d'un côté, peut-être certains intellectuels ou certaines voix, et surtout en coulisses, est-ce que certains émettent une certaine résistance à l'idée à ce que Barbie soit jugé en France? Ou est-ce qu'il y a une espèce de consensus qui se fait à ce moment-là Alors, nous, on n'a pas fait le même travail. Monsieur, mais j'essaie de faire un lien. Donc, parce que finalement, le secret de Barbie, c'est... Enfin, en tout cas, il donne l'impression de pouvoir faire chanter un certain nombre à la fois la France, les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest. Alors, je ne sais pas si ça se pose dans ces termes-là à la fin des années 70, au moment où le gouvernement français commence à réfléchir à la question de l'expulsion, l'extradition. Là, il faut utiliser des mots très précis, puisque, bon, en réalité, il est enlevé, quoi. Il n'est pas extradé, il n'est pas expulsé, il est enlevé par les Français. Avec le consentement des Boliviens. Avec le consentement, c'est pareil, en Argentine. Absolument, avec le consentement des Boliviens. Voilà, ça met un peu de temps à se mettre en place parce que visiblement tout le monde est quand même pas archi d'accord au départ, quoi. Voilà, qu'est-ce que pense François Mitterrand de tout ça? Je l'ignore. Il y a plusieurs bruits qui circulent. Mais... Partager Non, mais je sais pas, tout le monde raconte des trucs différents. Je sais pas, il y a Jacques Attali qui raconte des trucs, il y a... comment s'appelle celui qui a mené une première tentative d'enlèvement avec les Klarsfeld, qui s'appelle... voilà, enfin bon, donc il y a différents acteurs et témoins de cette époque-là et de cette période de la fin des années 70 et du début des années 80 qui se disputent un peu sur qui a fait quoi, comment, qui était d'accord, qui ne l'était pas. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que je pense que voilà, Robert Badinter doit être un acteur déterminant dans cette histoire, que c'est un de ceux qui a dû, à un moment donné, dire voilà, il faut le faire, et que Mitterrand a dû finir par se résoudre à penser qu'il fallait le faire, quoi. Mais ça prend un peu de temps, quoi. Ça vient pas naturellement. Mais l'idée d'enlever ou d'extrader, entre guillemets, commence à l'époque de Giscard déjà, ou c'est vraiment à l'époque de Mitterrand? Parce que là, vous avez parlé de la fin des années 70. Donc, à l'époque de Giscard... Klarsfeld, en tout cas, l'affaire, ça y est, c'est réglé depuis 1971, voilà, et que donc il faut trouver un biais. Alors, au départ, de toute façon, ça peut pas fonctionner puisque la collaboration du gouvernement bolivien est pas imaginable. Donc, il y a un projet d'enlèvement complètement ridicule. Alors, c'est dommage que je n'arrive pas à me souvenir comment s'appelle ce collaborateur de François Mitterrand, très connu. Oui, non, mais si, vous allez m'aider? Il est dans le livre Qui veut... J'ai oublié son nom aussi. Quel est le Français qui aide les Klarsfeld à enlever, à vouloir enlever, en tout cas, ils imaginent enlever Barbie en 72? Tout le monde a oublié, en fait.
Mais attendez, on a son nom sur le bout de la langue. Personne ne veut nous aider. Il s'occupe de médias, gaullistes de gauche, et surtout il a été dans les geôles cubaines. C'est le jeu des 1000 francs. Régis Debray, merci. Ah, Régis Debray. Voilà. Facile, hein, c'est pas facile. C'était un trou de mémoire. Voilà. Donc, cette tentative d'enlèvement, à l'initiative de Régis Debray, mais avec les Klarsfeld, qui est une opération de pied nickelé qui échoue lamentablement. Debray avait envie de retourner en prison en Bolivie. Certainement. Ça lui manquait. Et ensuite, effectivement, là, on se situe après l'élection de François Mitterrand. Il faut jamais oublier une chose, c'est que c'est l'assassin de Jean Moulin. C'est ça qui prédomine. On ne parle que de ça. La question, la déportation viendra. Alors, évidemment, il y a des avocats, il y a toute une machine qui se met en route, mais pour l'opinion, voilà, c'est vraiment, ça se résout à ça, à ce symbole qui est Jean Moulin. On peut raconter quand même un des témoins dans le film qui s'appelle Michel Cojo-Goldberg va tenter d'assassiner Barbie en Bolivie. Tout seul, voilà. À titre personnel. Pour vous dire qu'on ne peut pas tout mettre dans un film, c'était pourtant une histoire extraordinaire, mais qui phagocytait un peu le film et qui surtout faisait ce que nous on appelle dans notre jargon quand on travaille un sous-film. Donc Michel Cojo-Goldberg se décide à aller tuer Barbie. On est en quelle année là ? Je crois que c'est en 74. Et donc il a une arme, il le trouve, il arrive à ça, voilà, l'approche se passe bien. Et puis au moment d'appuyer sur la gâchette, il se dit que Barbie mérite sans doute de mourir, mais lui ne mérite pas de devenir un assassin. Ce qui est quand même assez intelligent comme réflexion. Et donc il ne le tue pas. Donc tout ça, on avait ça, mais on a décidé de pas le monter parce que ça n'allait pas dans ce film. C'est triste, hein, le travail qu'on fait. Hein. On se censure tout le temps. Enfin, on se censure. Les livres, c'est beaucoup plus commode pour ça. Ça va plus largement. Monsieur Hammerschmidt, par rapport à la carrière de Barbie en Amérique du Sud, en Bolivie, on a l'impression, les débuts sont difficiles, il connaît pas grand monde, travaille le bois, et puis assez rapidement, il rencontre du monde, il monte des affaires, des entreprises. Après, à nouveau, il recommence à travailler pour les services secrets étrangers. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Altman est reconnu comme Barbie ? C'est quoi finalement le point de bascule entre ce qui peut sembler, en tout cas pour un nazi bien évidemment, une réussite assez exceptionnelle, parce que tous n'auront pas cette carrière en Amérique du Sud, n'auront pas une vie aussi, encore une fois, brillante, mais avec énormément de guillemets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va reconnaître Altman et que ces ennuis vont commencer ? Also wie Sie richtig sagen, war es so, dass Klaus Barbie anders als viele andere NS-Eliten in Südamerika wirklich ein zweites Leben beginnt, das ihn nochmal im Bekanntheitsgrad den Bekanntheitsgrad nochmal übersteigt, den er eigentlich im Krieg hatte. Und es beginnt damit, dass er ein kleines Sägewerk aufbaut, später dann Geheimdienstkontakte knüpft, aber auch Kontakte zu Wirtschaftsfirmen. Und er wird sehr schnell innerhalb weniger Jahre zu einer Person, die man in Bolivien, vor allem in La Paz, kennt und auch schätzt. Weshalb er letztlich identifiziert wurde, ist natürlich einerseits ganz klar die Arbeit der Eheleute Klarsfeld, die diese nicht nur die Identifizierung vorantreiben, sondern auch die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse. Aber deutsche Diplomaten und auch französische Diplomaten haben schon sehr früh erkannt, auf Grundlage der Äußerungen, die Barbie unter anderem zum Beispiel im Deutschen Club auch getan hat, dass dieser Mann über eine Biografie verfügen muss, die befleckt ist, so wie es die Deutschen immer sagten.
Also der bolivianische Botschafter hat sehr früh erkannt, dass es hier sich um einen Mann handelt, der bei der SS gewesen war, der auch in Bierlaune im deutschen Club mehrfach davon prahlte, dass er Leute an die Wand gestellt habe, dass er wegen Kriegsverbrechen gesucht werde. Also das waren viele Indizien, die deutlich machten, dass dieser Klaus Altmann ein anderer sein muss und dass dieser Name eventuell ein Alias-Name ist. Aber diese Identifizierung geschah dann vor allem dank der Eheleute Glasfeld und der entsprechenden humanbiologischen Gutachten, die dann erstellt wurden, um dann auch deutlich zu machen, dass dieser Klaus Altmann mit Klaus Barbie identisch ist. Il nous reste 10 minutes pour des questions éventuelles. Monsieur. Merci. Ça marche? Un petit problème technique. Ça marche? Je voulais savoir, monsieur, je m'adresse plus aux deux journalistes français. Il s'agit quelque chose qui m'a frappé, notamment par les témoignages de détresse des victimes, des parents des victimes. Et ce qui m'a frappé, c'est lorsque Maître Jakubowicz dit, il avait, en parlant de l'avocat de la défense, là, Maître Vergès, il dit, il avait le destin du monde entre ses mains. Est-ce que, pour reprendre les premiers mots de sa plaidoirie à Vergès, qui faisait référence à la théorie du commandement qui délivrait aux fantassins, il ne pouvait pas s'opposer. Il ne pouvait pas s'opposer au commandement du Troisième Reich. Est-ce que je pense qu'il a peut-être fait référence au cours de sa plaidoirie, que vous avez visionné entièrement, et au cours du procès de façon plus générale, est-ce que ça a été dit, qu'il y avait très certainement une vision universelle à ce procès qui mettait en cause le parti, les militants communistes et l'entité même de l'Union soviétique. Est-ce que ça a été un argument de défense au niveau de Vergès de parler de ce militantisme communiste dont M. Guez sur lequel M. Guez a consacré quelques développements au début de sa modération d'assemblée? Alors, je crois me souvenir que oui, l'argument, en tout cas de la bouche de Klaus Barbie, je ne sais pas, mais l'argument lutte contre le communisme a dû être avancé quelquefois dans le procès. Pour ce qui est de Vergès, voilà, lui, son axe de défense, c'est il n'est pas coupable, ça on l'a compris, parce que ce n'est pas le donneur d'ordre, donc classique. Et puis déplacer la faute sur la France, donc coupable de crimes coloniaux, coupable de collaboration, et donc illégitime pour juger. Voilà, c'est en fait le système de défense qu'il a reproduit dans presque tous ses procès. Il sortait du procès Abdallah, il avait fait exactement la même chose, sauf que dans le cas d'Abdallah, il n'était même pas venu à l'audience. Abdallah n'était même pas paru. Donc là, il a fait un petit coup de théâtre, mais sinon c'était la France n'est pas légitime pour juger. Et c'était un système de défense auquel il s'est tenu avec quelques coups d'éclat en plus. Il a juste changé le nom des accusés dans sa plaidoirie. Monsieur. Oui, bonsoir. Il est dit au début du film que Barbie avait été jugé par contumace. Alors, on ne sait pas, enfin moi je ne sais pas, à quelle peine il avait été condamné. Est-ce que 40 ans après, cette peine courait toujours ou a été prescrite? Et si elle n'était pas prescrite, est-ce qu'il aurait pu être
tombé sous le coup de cette peine-là, même s'il avait été libéré, jugé non coupable au cours du tribunal, au cours du procès, je veux dire. Il a été condamné à mort. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en fait... Prescription ? Non, on ne peut pas rejuger deux fois la même chose. Donc tous les éléments du procès en 87 sont des éléments totalement nouveaux par rapport au procès de 1952 et 1954. Il n'y a aucun élément qui, et ça c'est l'angoisse permanente tout au long de l'instruction et au cours du procès, que jamais on ne revienne sur des éléments des procès qui ont déjà eu lieu. Donc il n'est pas question de prononcer le mot de Jean Moulin, par exemple, pendant le procès. Non, je veux savoir si la peine courait encore, ou est-ce qu'il était tombé sous le coup de la prescription 40 ans après? C'est prescrit, c'est prescrit. La condamnation à mort? Ouais. D'accord. En fait, ce qui est important, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire ou ce que j'ai vu ce soir, c'est début des années 50, c'est crimes de guerre, et 87, c'est crimes contre l'humanité. Et ce qui vient d'être expliqué, en fait, on ne rejuge pas sur les mêmes... C'est pour ça qu'on n'évoque effectivement jamais la figure de Jean Moulin dans le film. Et alors, si on veut développer ça, en fait, ça c'est un des trucs que Vergès exploite, tente d'exploiter, mais laisse tomber. Enfin, il poursuit pas cette piste-là, mais voilà, il aurait pu jouer là-dessus, parce que effectivement, c'est le débat qu'on évoque dans le film. Est-ce que les victimes de la résistance doivent être considérées comme des victimes d'un crime contre l'humanité ou pas? Il y a tout ce débat-là qui occupe la justice pendant plusieurs années, pendant l'instruction. Et à ce moment-là, Vergès aurait pu mieux jouer sa partie, quoi, et diminuer les charges qui pesaient sur Barbie. Je ne sais pas. Je suis pas juriste non plus. Madame ? Si. Alors moi j'aimerais avoir plus d'informations sur Vergès. Comment est-ce qu'il s'est porté candidat pour défendre Barbie, et quelle était sa stratégie, et aussi s'il est encore en vie, est-ce que vous avez essayé de l'interviewer aussi aujourd'hui pour commenter il est mort déjà. Ok, alors du coup c'est la question, c'est réglé. Vergès Barbie avait un avocat commis d'office. D'ailleurs, il y a un grand magistrat, le bâtonnier du tribunal de Lyon, donc aurait dû se porter volontaire pour défendre Barbie. Parce qu'il y avait toujours cette obsession de faire un procès juste, de pas faire une parodie de justice, mais un vrai procès. Donc c'était un grand avocat, le bâtonnier du tribunal de Lyon. Mais Vergès a souhaité assurer la défense de Barbie, puisqu'il a toujours apprécié les causes très médiatiques et très provocantes. Et puis il y a eu toute une polémique, mais donc qu'on n'a pas, nous, spécialement fouillé, sur le financement des honoraires de Vergès, puisqu'il ne travaillait pas gratuitement. Mais M. Hammerschmidt, dans son livre, parle justement du banquier Genoux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur qui est derrière Vergès, qui paye ses émoluments, et comment se fait, finalement, le changement d'avocat, puisque vous en parlez à la fin de votre livre? Also zunächst ist mal zu sagen, dass Jacques Vergès, wie meine Vorredner auch schon eben erwähnten, von der Provokation lebt. Er hat damals Carlos den Schakal auch verteidigen wollen. Also das sind Leute, mit denen er sich schmückt. Deswegen war für ihn Barbie eigentlich wirklich ein Prestigeobjekt, an dem er sich auch selbst abarbeiten wollte. Und
Finanziert wurde der Prozess vor allem durch François Genoux, einen Schweizer Banker, rechtsradikal, und viele weitere rechtsradikale Kreise, die sehr stark hinter diesem Prozess standen, die sogar zum Teil überlegt hatten, ob man Barbie eventuell aus dem Knast herausholen könnte, indem man ihn entweder mit einer gewaltsamen Aktion aus dem Gefängnis entführt oder ob man ihn herauspresst. Das sind Ideen, die in diesen Kreisen durchaus existent waren, die dann letztendlich auch diesen Prozess mitfinanzierten. Von großer Bedeutung ist vor allem diese Beziehung von Jacques Vergès zu Barbies Tochter, die sozusagen neben dieser glamourösen Bühne, auf der Vergès steht, diese Ideen dann weiterträgt in die jeweiligen Kreise, rechtsradikalen Kreise, einerseits in Südamerika, aber auch durchaus in Frankreich selbst. Sur Vergès, vous pouvez voir l'extraordinaire film de Barbet Schroeder, qui s'appelle L'avocat de la terreur, c'est ça, qui est un portrait fascinant de qui fut Vergès. Monsieur, la dernière question. Bon, pour vous, je fais une exception, alors l'avant-dernière. Merci. Je vais tâcher de commenter et défendre en même temps la position du cancre, qui consiste à ne pas avoir préalablement vu votre film et ne pas avoir lu votre livre, et reposer sur des souvenirs de quasi-jeunesse. Donc c'est la première fois que je vois, et je n'ai pas encore lu votre livre. Donc c'est ça la position du cancre. J'ai quelques souvenirs de jeune adulte, donc je suis assez vieux pour ça, pour avoir vécu ce procès à travers les médias de l'époque. Donc c'est très enfoui, mais ça correspond effectivement à ce que vous disiez. Le mot Shoah est quasi inexistant, on parle de Jean Moulin, enfin bon. Alors avec cette position-là, en fait, la première question que je me pose au départ, en voyant votre film, c'est de me dire, mais bon, quelque part, quelle est l'utilité de ce film, de votre film, alors que le procès retentissant, la médiatisation a déjà eu lieu, comme vous le montrez fort bien, comme vous exploitez fort bien toutes ces images d'archives où les gens disent, enfin, où je ne sais plus qui dit, mais c'est important, ils disent, ça y est, l'histoire s'écrit là enfin. Et en le voyant, je vois comment en fait il est immensément pédagogique, comment il est immensément nécessaire, puisque en fait l'histoire, les souvenirs passent et on se retrouve. Moi, je suis traumatisé de voir comment les négationnistes ont droit de citer à l'époque, peut-être un tout petit peu moins, mais donc il n'y a plus personne qui peut se réclamer universitaire et qui peut dire ça n'a plus existé. Mais, pardon du propos pas diplomate, toutes les banlieues pensent ça aujourd'hui. C'est un commentaire, et c'est un commentaire admiratif. Il est que votre film est nécessaire, merci, et d'autre part, vous arrivez à ne pas vous mettre l'épine dans le pied, qui est le problème d'éthique qui se pose. Comment représenter la Shoah, dit Lanzmann, comment représenter le procès de la Shoah ou des organisateurs de la Shoah. J'ai beaucoup aimé vos belles images du palais, la construction quasi virtuelle ou la reconstitution, ces images de drones bon, enfin, c'est super beau et c'est en même temps éthique. Donc voilà, il n'y a pas de question. Merci. Alors, merci pour cette. Bon, bah alors, vraiment la dernière question. Merci pour cette non-question. Ja, ich hatte eine Frage an Herrn Hammerschmidt. Sie haben ja deutlich gemacht, dass die verschiedenen Geheimdienste Deutschlands, insbesondere der BND, ziemlich verstrickt waren in diese Barbie-Geschichte, in das sozusagen Geheimnis, das um Barbie herum existierte. Ich nehme an, Sie haben Ihr Buch auch
dem BND geschickt oder dem Innenministerium. Wie war denn die Reaktion darauf? Und wie hat die deutsche Politik, gab es da Äußerungen zu Ihrem Buch? So ganz angenehm kann das ja nicht gewesen sein für die Deutschen, für die bundesdeutschen Stellen, insbesondere die Geheimdienste. Also wenn ich Ihnen von den Reaktionen berichten würde, die nicht nur von Seiten des Bundesnachrichtendienstes und der deutschen Regierung kamen, sondern vor allem auch aus Bolivien und auch aus Frankreich, dann müsste ich eigentlich ein neues Buch schreiben. Das war zum Teil auch wirklich sehr erschreckend, was da zum Teil dann an Rückmeldungen kam. Aber um Ihre Frage erstmal präzise zu beantworten, der Bundesnachrichtendienst hat ja bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine Anfrage stellte, noch nie Akten freigegeben. Ich hatte daraufhin mit meinem Doktorvater gesprochen, habe ihn gefragt, ob es denn weitere Schritte gäbe, wie man eventuell an Akten käme. Und er hat gesagt, ja, eigentlich nicht. Lass es, schreib's in eine Fußnote, dass du es probiert hast, fertig. Ich habe damals dann das Bundeskanzleramt kontaktiert und hatte dort darum gebeten, dass man meinen Fall noch einmal prüft. Meine Indizien waren sehr umfangreich, dass der BND mit Barbie in Verbindung gestanden haben musste in den 60er Jahren. Und ich war überrascht, als es dann von dort hieß, man gäbe die Sache mit Bitte um Prüfung an den BND zurück. Der BND hat daraufhin seine Tore tatsächlich geöffnet. Ich war damals noch ein junger Student, selbst ein bisschen überfordert mit dieser Situation und vor allem dann auch, wenn man bedenkt, dass Barbie dann wirklich de facto 6 Monate für den BND gearbeitet hat. Sie können sich vorstellen, dass das auch in Deutschland stark durch die Presse ging, dass vor allem natürlich auch ein junger Student zum ersten Mal Akten bekommt und nun nachweisen kann, dass Barbie für den BND tätig war. Von der Politik selbst habe ich aber selbst nie Rückmeldungen bekommen. Ich war auch nie dazu verpflichtet, dem BND mein Manuskript vorzulegen. Ich weiß, dass der BND meine Forschungen, auch dort meine Forschungsaufenthalte im Ausland immer vielleicht auch mit Argwohn beobachtet hat. Man wusste, wenn die Biografie von Barbie veröffentlicht werden würde das auch nicht gut für den BND ausgehen. Das war aber nicht meine Schuld, das haben sich die Leute dort selbst zu verantworten in Anbetracht der Tatsache, dass sie eben Barbie verpflichtet hatten. Aber von der Bundesregierung selbst habe ich keine Mitteilung bekommen. Es gab eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linken, vielleicht das noch erwähnt, die danach gefragt hat, weshalb denn die Bundesregierung und der Bundesnachrichtendienst eine solche Verbindung eingehen, aber die wurde dann damals zurückgewiesen. Messieurs, merci. Et à vous tous, merci. Bonsoir.